Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Maston Pater. Excellent. S'il continue Magique. alors qu'il est taillé comme un tuteur en géranium. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui après l'épisode de lundi sur les 11 joueurs à suivre pour la saison 2025 en NFL. On va faire maintenant les 11 rookies à suivre pour la saison 2025 en NFL. Et qui dit rookie, qui dit draft, dit le duo magique. Et le duo magique, c'est PA et c'est Alexandre. Salut les gars, comment vous allez ? Salut Alex et Alex, ça va, ça va. Ça va nickel. Très content de reformer ce binôme légendaire qui a très bien marché durant la période de mars-avril. Donc, très content de parler des rookies qui vont nous surprendre pour 2025. C'est ce qu'on va espérer. Du coup, on va présenter 11 joueurs aujourd'hui. PA en présentera 5, Alexandre en présentera 5, et moi, en tant que footix du front office, je vais pouvoir en présenter un. Donc attention, ce sera le joueur à suivre. L'année dernière, j'ai prédit Jaden Daniels, rookie de l'année. Donc, je dis ça, je dis rien, mais voilà, c'est mon seul fait d'armes notable. Puisque l'année d'avant, j'avais prévu Russell Wilson MVP. Donc, voilà, on va tout de même se calmer. N'hésitez pas à nous dire en commentaire votre joueur que vous avez envie de suivre, le rookie que vous avez envie de suivre cette année, que ce soit sur YouTube, sur Spotify. On a les commentaires à cet endroit-là, donc n'hésitez surtout pas. Ou sinon, dites-le nous dans le Discord ou où vous voulez d'ailleurs. Vous pouvez nous le dire en description, en commentaire Twitter, peu importe. Dites-nous le joueur que vous avez envie de suivre, le rookie que vous avez envie de suivre cette année en NFL. PA, Alex, on va pouvoir commencer. Et puis, qui dit petit 11 joueurs, on va mettre des petits visuels. Voilà. Et donc, pour les 11 joueurs à suivre, on va commencer avec Alexandre qui, c'est pas compliqué, il a pris le premier joueur de la liste et il s'est dit, lui, je veux le suivre. Ouais, c'est ça. Je me suis pas foulé, j'avoue, quand tu m'as dit on va faire les rookies. Je me suis dit, tiens, ce serait bien de parler de celui dont on parle le moins, je trouve, en tant que numéro 1 de draft. J'ai le sentiment quand même, ces dernières années, on a eu pas mal de numéro 1 de draft qui ont pas mal fait jaser. Je pense notamment à du Caleb Williams, etc. Donc, pour moi, Cam Ward fait partie des joueurs dont on parle pas assez et qui passe un peu sous les radars avec sa sélection chez les Titans. Moi, vraiment, j'ai le sentiment quand même que c'est un joueur qui, déjà, on sait qu'il va être titulaire dès la première année. C'est pas non plus Will Levis qui va aller lui chercher des snaps. On a très bien vu Will Levis que ça a donné, et je pense que les fans des Titans et GG notamment ont donné assez de leur vie pour en tout cas regarder les matchs des Titans avec Will Levis. Si je peux me permettre, Alexandre, Will Levis, de toute manière, est forfait pour la saison 2025. Donc, il y aura encore moins de compétition. Ah, j'avais même pas vu. Opéré à l'épaule droite. Ah ouais, d'accord. Ouais. Je sais même pas c'est qui leur QB2 alors. C'était lui, mais peut-être c'est Will Levis QB gauche, épaule gauche, ce qui rend la même chose en fait. Ça va être marrant à voir ça. Non, mais en tout cas, moi, je suis impatient de voir un petit peu ce que Cam Ward va faire du côté des Titans. On sait que c'est un joueur qui a quand même des tools athlétiques et des choses que les GM adorent en fait du côté des quarterbacks NFL. C'est quand même un joueur qui sait lancer avec anticipation. Et ça, c'est quand même une des prérogatives qu'on attend d'un quarterback jeune lanceur, en tout cas d'un quarterback titulaire en NFL. Et ça, c'est une des choses qui est le plus compliqué à travailler, je trouve, en NFL quand tu arrives dans la grande ligue. Donc ça, c'est des choses qu'il a. On l'a vu à Miami avec Restrepo, avec d'autres joueurs. Il a réussi à les mettre en confiance et à pouvoir lancer justement avec anticipation et à connaître les tracés de ses receveurs et à notamment aussi bien analyser, je trouve, les défenses adverses pour pouvoir justement lancer dans ces fenêtres qui sont assez réduites d'anticipation. Il a quand même aussi plusieurs variétés de lancers, avec des lancers avec beaucoup de vélocité, mais aussi des lancers avec toucher. Donc moi, je trouve que j'ai bien apprécié cet aspect-là dans son jeu. Alors bien évidemment, c'est pas un prospect parfait, sinon on en aurait parlé, j'imagine, bien plus. Mais c'est quand même un joueur qui a quelques défauts, je pense notamment à sa précision, que ce soit sur des lancers longue distance ou sur des zones intermédiaires. Je pense qu'il peut encore s'améliorer là-dessus et notamment aussi sur ses mécaniques. Sa mécanique de lancer qui est pas parfaite. Et on sent, en fait, il a un bras, mais je pense qu'il peut lancer encore plus loin et plus rapidement avec une meilleure mécanique. Donc ça va être au coaching staff, en fait, des Titans de voir améliorer, en fait, sur cet aspect. Mais en tout cas, je suis hyper intrigué de voir ce que ça va donner. Et puis les Titans, en fait, ont l'air de lui faire confiance. Brian Callahan va jouer, je pense, aussi sa tête avec ce pic-là de Cam Ward. Donc honnêtement, je pense que les Titans vont être une équipe fun à suivre en fait cette année grâce à Cam Ward. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis sur Cam Ward, dans le sens où et surtout sur Callahan. Et je pense que les Titans, ça va être cata, et je pense que la tête de Callahan est déjà mise à prix avec le nouveau GM qui est arrivé.
Donc j'ai peu d'espoir sur Callahan, sur le fait qu'il reste. Par contre, effectivement, si Cam Ward montre des bons signes d'un bon QB qui se développe, effectivement, peut-être qu'il peut rester. Et avant PA de te donner la main, je profite de ce moment pour signaler que j'ai été censuré sur mon seul choix que je pouvais mettre. PA m'a interdit de parler de Xavier Restrepo, donc voilà. Parce qu'on parle déjà de Cam Ward, donc il est là. Et tu parlais de Restrepo, il sera aussi là au Titan. Donc il y a déjà une connexion qui est là pour Cam Ward. Et en plus d'Ayo Manor, en plus de Lockett, en plus de. Qui c'est l'autre? C'est tout. Ridley. T'as Calvin Ridley. Ouais. Il y a quelques armes. Il y a plein de receveurs 2 dans cette équipe. Ouais. Il y a Treylon Burks aussi. Le cadavre de Treylon Burks plutôt. Il y a plein de receveurs 3 aussi dans cette équipe. Non, mais comme vous deux, je vais pas rajouter plus de choses. C'est vrai que je rejoins ce qu'a dit Alexandre au début de ce qu'il a dit. C'est quand même le premier choix de draft pour lequel on n'attend pas grand-chose ou pour lequel on n'entend pas forcément parler. Ça semblait un petit peu évident que ce soit lui, effectivement. Mais tu vois, l'année dernière, Caleb Williams entendait plus parler, les années précédentes également. Là, j'avoue, les Titans... Alors, est-ce que c'est parce que c'est les Titans? Est-ce qu'il y a sûrement plusieurs raisons, tu vois? Mais ouais, j'avoue, étrange. Et puis le fait, en plus, qu'ils aient pas de... Encore une fois, on va le répéter, mais qu'ils aient pas de match en prime time, ça montre bien que même au niveau des diffuseurs et de la Ligue, ils s'en cognent un petit peu, que ce soit Cam Ward qui a été pris en 1, donc c'est un petit peu bizarre. Mais après, voilà, je suis moins hypé qu'Alexandre parce que je trouve qu'il a quand même beaucoup de défauts pour commencer sa carrière. C'est normal, ça va être un rookie, il va faire beaucoup d'erreurs. Il y aura sûrement des lancers aussi plutôt highlight, ça va être chouette, mais il va apprendre. Et on va espérer qu'il ne se fasse pas totalement casser à la fin de sa première saison, c'est surtout ça. Non, carrément. Puis en plus, je ne l'ai pas précisé, mais c'est un joueur aussi qui, comme tu l'as dit, fait un peu lever des foules et je pense qu'il y aura beaucoup de highlights, notamment parce qu'il s'est joué hors de la structure, c'est-à-dire hors de la poche de la O-line. Et ça, c'est quand même une qualité qu'on retrouve de plus en plus chez les quarterbacks NFL, en tout cas chez les tops du top. Donc, je pense au Lamar Jackson, au Josh Allen, à ces joueurs-là. Alors, de loin à dire que ça va être un joueur comme ça, mais c'est un joueur qui est capable d'improviser et qui est capable de créer des choses à partir de rien. Et je pense que c'est ce qui fait un petit peu saliver les scouts NFL et les GM. Donc, honnêtement, sur ça, ça va être intéressant en tout cas de voir comment il va réussir à se débrouiller par rapport au jeu NFL qui est bien plus rapide. Mais comme le dit PA, il y a beaucoup de choses à travailler encore. Mais honnêtement, je pense que ça va être un joueur très fun, que ce soit dans un sens ou dans un autre. En tout cas, ça, c'est sûr. Ça sera peut-être le meilleur QB des Titans depuis Tannehill. Et il y en a eu quelques-uns qui sont passés. Il y en a eu quelques-uns qui sont passés entre-temps. Le cimetière des QB. C'est ça. PA, de ton côté, pour ton premier joueur de ta liste, on parle d'un joueur où il y a eu un trade-up de l'équipe pour le prendre dans le premier tour, avec pas mal d'assets lâchés, notamment en premier tour l'année prochaine, ce qui fait que ça réduit beaucoup le nombre de joueurs que ça peut être pour un seul joueur. Et on va parler du pick numéro 26 au premier tour, James Pierce Jr., le edge sélectionné par les Falcons. Ouais, parce que vous savez très bien que je n'allais pas parler de Travis Hunter, donc ça réduisait encore plus le champ des possibles. C'est vrai. Mais James Pierce, ouais, pour deux raisons. Tu l'as évoqué, le fait d'avoir trade-up et d'avoir envoyé un premier tour et un 7e tour l'année prochaine, en plus du 2e tour de cette année, aux Los Angeles Rams. Et puis parce qu'il arrive dans une équipe qui est en manque de pass rusher et de pass rush depuis aussi longtemps que je suis la NFL, donc depuis très longtemps, 10-15 ans environ. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Ryan Morris. Dans une équipe qui a fini 31e de la Ligue au nombre de sacs, il va avoir son importance. Et sur les 5 joueurs, moi, que j'ai choisi, je me suis mis aussi une petite hot take pour leur saison. James Pierce, tu vois, je dois bien finir avec 7 ou 8 sacs cette saison. J'estimerais que ça sera une bonne saison s'il finit à 7 ou 8 sacs. Et clairement, il y a de la place, en fait, parce qu'il est edge, outside linebacker, selon la formation défensive. Il me semble que les Falcons jouent dans une 34, donc plutôt outside. Mais ça a été un des joueurs les plus impressionnants en football universitaire l'année dernière. Il n'y a pas de raison qu'il soit... il sera forcément un petit peu moins bon cette saison parce que c'est un rookie, mais j'estime que vu le talent qu'il a, il va performer dès sa première saison. Et je lui vois une bonne année à 6-7 sacs. Parce que de toute façon, il n'y aura pas beaucoup d'autres pass rushers à côté de lui non plus dans cette équipe, quoi. Donc, il y aura de l'attention qui sera focalisée sur lui par l'attaque adverse, certes.
Mais je pense qu'au niveau des schémas de jeu, Maurice arrivera à trouver des bons appels pour réussir à le mettre en valeur et qu'il puisse faire ses stats. Alex, qu'est-ce que tu en penses? Non, plutôt d'accord avec PA. Le truc, c'est que vraiment, il sera responsabilisé très vite, en fait, avec le manque de pass rush qu'il y a depuis des années et le manque de vétérans aussi, hein, tout simplement, sur cette rotation-là. C'est pas Leonard Floyd non plus qui va, je pense, faire des grosses différences dans cette équipe. C'est plus Leonard Floyd des 49ers comme on a connu. Donc, non, très sincèrement, je pense qu'il va être très vite responsabilisé. C'est quand même un joueur qui a d'énormes qualités. On parlait de lui en tant que potentiel numéro 1 de draft il y a un an de cela, avant de faire, en faisant les projections sur les drafts 2025. Donc, c'est un joueur qui, quand même, a beaucoup de qualités. Il a des capacités physiques assez excellentes pour la position. Il a un premier pas très rapide. Vraiment ce côté un peu félin où il peut gagner des répétitions par sa vitesse et par sa capacité à bend, donc à passer sous l'épaule ou sous les bras du tackle. Donc forcément, ça va être un joueur un peu highlight sur le pass rush. Et j'espère en tout cas que son potentiel sera en tout cas exploité en NFL. J'aime bien aussi ce qu'ils ont fait, on en avait déjà parlé durant l'épisode avec les Falcons, mais ce qu'ils avaient fait sur la doublette avec Jalen Walker à l'opposé. Je pense que sur certains packages, les deux vont devoir rusher le quarterback. Donc honnêtement, si ça matche bien avec les deux et s'il y a une connexion entre les deux qui arrive à devenir des futurs leaders de cette franchise et de cette défense des Falcons, très sincèrement, ça peut faire une très belle carrière en tout cas pour ce duo-là et surtout pour James Pierce qui, moi, je l'estimais assez haut. Pour moi, une des comparaisons NFL que j'avais, c'était profil un petit peu Brian Burns. Et Brian Burns, aujourd'hui, c'est quand même un edge qui est un edge numéro 1 d'une équipe. Alors oui, c'est peut-être pas un top 5, mais au moins, honnêtement, c'est un très bon edge dans la ligue. Et honnêtement, je vois un potentiel comme celui-ci pour James Pierce. Donc, mes attentes sont assez hautes également sur ce joueur. Il y a la pression du premier tour lâché aussi, mais comme tu disais, Alexandre, c'est quelqu'un qui était potentiellement numéro 1 de la draft, que tu récupères pour certains premiers tours de l'année prochaine, mais du coup, tu l'as cette année. Bon, ça peut valoir le coup, on verra. S'il est dans le bon système selon lui, ça pourra le faire. Et on espère pour les fans des Falcons que ça fonctionnera bien. Et puis voilà, Doug et Anto ne souhaiteront pas la même chose, mais pour le reste, on peut espérer. Alexandre, de ton côté, on va parler d'un joueur pris au 2e tour qui, en plus, il y a de la place maintenant dans l'équipe. Exactement. Donc, on parle de Elijah Arroyo, tight end, pris au 2e tour, pick 50 par les Seattle Seahawks. Ouais, très sincèrement, je l'ai pris parce qu'il y a eu l'actualité récente qui est tombée. Noah Fant a été coupé par le general manager des Seahawks. Et donc, je me suis tout de suite dit que sa sélection faisait un peu plus de sens en fait avec le pick 50. Alors, on le sait, on l'avait déjà dit durant les épisodes draft, qu'il y a eu quand même un petit reach sur pas mal de tight end à ce niveau-là de la draft. Lui, il était à peu près dans le range dans lequel je l'estimais, donc c'est pas le plus gros reach. Notamment, je pense à un Jake Ferguson qui est parti au Rams que j'ai évalué bien plus bas. Donc, Elijah Arroyo, je trouve que c'est un joueur qui va être vite responsabilisé aussi. Hein. C'est un joueur qui est quand même un profil un peu plus big slot. C'est-à-dire c'est un joueur qui joue pas mal dans le slot, qui est pas forcément le plus inline. On l'a vu avec Cam Ward notamment être pas mal productif l'an dernier. Je pense que malgré tout, là, la saison dernière, c'était sa saison la plus productive et il avait un peu, un des défauts qu'on pouvait lui reprocher, c'était son manque de production sur ses années précédentes. Mais en tout cas, c'est un joueur qui est capable de se démarquer, qui est assez intelligent et pour donner des bonnes solutions à son quarterback et qui a un profil un peu de menace qui peut attaquer différentes zones du terrain. Je pense notamment en zone intermédiaire ou potentiellement le deep, s'il arrive à bien se démarquer notamment. Donc, je pense qu'il va vite être responsabilisé et dans la rotation des Seahawks avec un AJ Barner qui n'est pas non plus le meilleur tight end de la ligue, mais qui a quand même montré quelques belles choses. Je pense qu'il a clairement sa place à jouer dans cet effectif. On sait que Darnold peut affectionner, on va dire, les tight ends, et on l'a vu avec Hawkinson sur la fin de saison dernière. Donc, honnêtement, c'est un joueur, c'est une connexion en tout cas d'Arnold Arroyo que je vais suivre assez rapidement. Peut-être pas sur les premiers matchs, je pense, ça va pas se ressentir tout de suite. Mais en tout cas, au fur et à mesure de la saison, je pense que c'est un joueur qui peut vite être titulaire. Et en tout cas, tu peux aussi le jouer sur des packages à 12 personnels où tu peux avoir 2 tight ends alignés. Et lui, ce sera un peu plus le tight end qui sera un peu plus le côté receveur et qui, du coup, sera un peu, aligné avec des Jackson Smith, Njigba, etc. Donc, non, très sincèrement, intéressant comme choix et notamment avec la coupe de Noah Fant, je pense que ça se fait encore plus de sens aujourd'hui.
Je me permets de dire un truc que j'ai appris récemment. Donc, je vais faire un peu, tu sais, avec les one take, two take, 3 take, etc. Là, tu expliques les 12 personnels. Donc, j'ai regardé un peu, moi, plus pourquoi ça s'appelait comme ça. Donc, si vous ne savez pas, vous prenez donc le premier numéro, c'est le nombre de running back. Le deuxième, c'est le nombre de tight end. Et le troisième, ce sera le nombre de receveurs. Donc, si vous entendez 11 personnels, c'est un receveur, un running back, un tight end, 3 receveurs. Si vous entendez du 13, du 11, enfin voilà, c'est dans cet ordre-là qu'il faut lire. PA, tu rigoles, mais je trouve ça bien d'expliquer ça pour ceux qui ne connaissent pas, tel que moi, tel que GG, qui écoutera sûrement cet épisode, et ça peut lui faire du bien aussi, ce côté éducationnel. Pour revenir sur Elijah Arroyo, je pense que s'il avait été chopé l'année dernière, comme tu dis, avec la coupe de Noah Fant, ça aurait peut-être, vu qu'il était encore là, ça aurait été moins intéressant. Le fait que là, tu n'es plus Geno Smith, qui avait ses repères, il n'est plus là, donc tu as un nouveau QB qui va arriver avec des nouveaux joueurs qu'il ne connaît pas. En plus de ça, il n'y a plus DK Metcalf, il n'y a plus Tyler Lockett, il n'y a plus, comme tu en as parlé, Noah Fant. Tu vois qu'il arrive dans une room où il y a de la place et où les automatismes doivent se créer. Tu as toujours JSN qui sera sûrement l'équivalent du Justin Jefferson pour Sam Darnold. Mais derrière, il y a de la place. On l'a vu avec Addison, on l'a vu avec Hawkinson. Donc sûrement, il y en a un qui peut récupérer une de ces places-là. PA, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Arroyo? Non, effectivement, on comprend mieux du coup le choix relativement haut à la draft, vu la coupe de Noah Fant. Après, comme Alexandre l'a dit, ce sera plus un tight end receiver pour commencer. De toute façon, en sortie de draft, j'ai l'impression qu'on aura de moins en moins des tight ends qui seront bons dans les deux domaines, donc à la réception et au bloc. Tu auras soit l'un, soit l'autre, et il faudra développer la deuxième partie qui a été moins développée en football universitaire. Donc, pour Arroyo, il est bon à la réception, il va falloir développer son pass blocking. En tout cas, on lui souhaite. Et au niveau de pass blocking, PA, on va pouvoir parler de ton prochain joueur. On a donc le dernier pick du premier tour chez les Chiefs. Et donc, c'est Josh Simmons, l'offensive tackle, avec le pick 32 au premier tour. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce joueur? Pourquoi? Parce que Josh Simmons, dans un état de santé normal, il partait, je pense, premier ou deuxième tackle de la QV. Il passait pas le top 10. Là, encore une fois, ça descend, et c'est une très bonne équipe qui le récupère. Est-ce que ça a fonctionné? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira, mais en tout cas, en l'état, c'est d'une part un très bon joueur au niveau du talent, et deuxième point, c'est clairement le fit parfait pour les Chiefs, en fait, parce qu'ils avaient ce besoin-là de tackle gauche. Si tu prends le tackle gauche l'année dernière, Wanya Morris, il a des stats qui sont vraiment pas bonnes du tout. Il a accordé 5 ou 8 sacs, 35 pressions accordées au QB adverse. Et encore, il a de la chance parce que c'était Mahomes et qu'il est plutôt mobile. Je pense qu'avec un QB un peu plus statut, pour revenir sur l'équipe précédente, Sam Darnold, je pense que le chiffre, tu peux facilement le doubler. Josh Simmons, lui, sur son année universitaire, en 2023, parce que 2024, il a été blessé quand même tôt dans la saison, donc je n'ai pas voulu prendre ça en repère. Il a accordé un seul sac et 15 pressions sur toute la saison universitaire. Alors, évidemment, il n'aura pas affaire à des joueurs de la trempe qu'il a pu rencontrer en football universitaire lorsqu'il débutera en NFL. Ça sera des joueurs de meilleur niveau. Mais si le corps suit, si c'est bien remis de sa blessure, j'ai aucun doute qu'il va performer en NFL sur les 4 prochaines saisons, parce que ce sera son contrat rookie. On avait des doutes sur le fait qu'il puisse débuter la saison. Le mec est présent déjà au training camp, en fait. Donc, il n'y a quasiment aucune interrogation sur le fait qu'il va commencer. La seule petite interrogation, et là je vais englober la ligne offensive, c'est le fait que Joe Thuney ne soit plus là, qui était du coup le garde gauche. Et les rumeurs voudraient que ce soit, j'ai zappé son nom, mais celui qui a été pris l'année dernière. Je vais reprendre. Soit Mataya, ouais. J'avais Savagnia en tête, donc soit Mataya qui a pas fait une très bonne saison l'année dernière, qui a été essayé sur le poste de tackle et ça n'a pas du tout fonctionné. Là, ils veulent le tenter en garde, donc ça pourrait faire en fait un côté gauche extrêmement massif. À voir si ça peut fonctionner. Mais en l'état, voilà, ils essayent de trouver des solutions pour régler ce problème de ligne offensive qu'on a vu quand même se déliter au fur et à mesure de la saison et avec le point d'orgue au Super Bowl avec une explosion totale de cette O-line. Ils ont décidé de trade Thuney. Ils vont prendre du coup un sophomore à la place et après Josh Simmons en rookie parce que certes, ils ont signé Jalen Moore qui était aux Niners l'année dernière, un contrat de 2 ans, 30 millions. Peut-être que c'est lui qui va débuter, mais en tout cas, voilà, sur la bataille des training camps, si Simmons est supérieur, ils n'hésiteront pas à le faire commencer. Donc, moi, ça m'intrigue parce qu'on a
tous dit, en tout cas beaucoup dit, ouais, c'est encore une fois une très bonne équipe qui se renforce, un peu à la manière des Eagles. Pourquoi les équipes avant n'ont pas pris ce joueur-là? Coucou les Texans. C'est possible que ça fasse un flop. Maintenant, si ça réussit, bah, banco pour Mahomes, encore une fois. Hein. Les Texans, ils devaient récupérer un deuxième tour pour descendre. Donc, tu peux pas tout faire. Hein. Malin, ça. Pour prendre un receveur. Pour prendre un receveur, alors que le pick d'après, il récupère un premier tour. Tu vois, à un moment, il faut regarder toutes les offres avant de les accepter, Houston. Hein. C'est comme dans Madden, ils sont pas allés suffisamment à droite, ils ont dit le premier. Ah ouais, ça c'est bien. Ils ont pris la première, putain. Quel enfer. Alexandre, tu veux rajouter un mot sur Josh Simmons? Oui, bah écoute, on a bien parlé, je pense notamment aussi avec Johan dans l'épisode Bilan of Season sur les Chiefs. Et je pense que c'est l'un des facteurs X pour moi de cette équipe des Chiefs sur cette saison, Josh Simmons, même si c'est un rookie. Et je pense que s'il arrive à exploiter en fait tout le potentiel qu'on pense de lui, pour moi, ils ont fait un gros bingo et c'est une équipe qu'on va continuer à trouver au Super Bowl parce qu'ils auront trouvé leur left tackle du futur. Et il a toutes les qualités pour l'être. Donc, comme PA l'a dit, c'est vraiment sur les questions de santé qu'on va l'attendre. Déjà, réussir à faire une saison sans pépin de blessure, ce serait déjà bien. S'il arrive à être, parce que là, visiblement, il a l'air d'être starter sur les training camps, on va espérer qu'il arrive à tenir tous les training camps. Et s'il commence starter week 1, est-ce qu'il arrivera à tenir toute la saison? Ce sera les grosses interrogations. Donc, non, très sincèrement, on l'avait dit lors de la draft, c'est un excellent pick. Et malgré tout, les Chiefs, on l'a vu durant les 2 Super Bowls qu'ils ont perdus ces dernières années. Le gros problème qu'ils avaient eu, c'était sur la pression qu'ils avaient concédée pour leur quarterback Patrick Mahomes. S'ils arrivent à réduire en fait cette pression-là, je pense que c'est une équipe qui va encore aller chercher des Super Bowls à foison, ou en tout cas être compétitif pendant encore des années dans cette AFC. Yes. Pour rappel, c'est une déchirure de la rotule qu'il avait eue. Donc c'est pas une blessure anodine, tu vois, c'est pas un petit truc au mollet ou un ligament croisé parce que les joueurs NFL maintenant en reviennent quand même relativement bien. Là, la rotule pour un tackle, c'est un peu comme le bassin pour les DB. Ça peut être compliqué. Ok. Eh ben écoute, PA, Ah non, c'est Alexandre, pardon. Alexandre. Prochain pick, on reste au premier tour, un peu avant cette fois-ci. Et c'est Tyleik Williams, le defensive tackle pris par les Lions au pick numéro 28. Pourquoi Tyleik? Pourquoi Tyleik? Bah écoute, déjà, c'était un joueur que j'aimais bien à sa sortie d'Ohio State, champion national aussi avec les Buckeyes. Et aussi un petit peu par l'actualité qui s'est présentée cette semaine. On a entendu dire que Levi Owuzurike, qui a été re-signé aussi pour une saison, s'est blessé pour toute l'année 2025. On sait déjà que Alim McNeill ne sera pas là pour le début de saison. Donc moi, je me suis dit, en fait, ce pick-là, qui était un peu surprenant au début de la draft, on se disait tous qu'ils avaient besoin d'un edge à l'opposé de Hayden Hutchinson et qu'à l'intérieur, ils étaient plutôt bien parce qu'ils avaient re-signé justement beaucoup de joueurs sur les defensive tackles durant la free agency. Donc on se disait que c'était pas forcément le besoin prioritaire, mais au final, c'est quand même un joueur qui, je pense, va jouer en fait assez rapidement et qui va être très utile en fait sur les premiers et les deuxièmes snaps, en tout cas les premières et deuxièmes tentatives, parce que c'est quand même un run stopper principalement. C'est un mec qui était vraiment excellent pour stopper le jeu de course adverse. C'est un gros gabarit, c'est un 1m92 pour 150 kg, donc très gros gabarit. Il a une vraie bonne technique, je trouve, pour déconstruire les blocs et pour, on va dire, accepter le double team et pour en tout cas tenir les double team adverses. Donc sur l'aspect en tout cas run stop, je pense qu'il va avoir en tout cas des qualités à faire valoir dans cette équipe des Lions qui en manque cruellement. Donc très bon pick là-dessus. L'interrogation ce sera sur le pass rush, mais je pense qu'il a des tools un petit peu intéressants et on sait très bien qu'Aiden Hutchinson prend beaucoup de place en fait sur la question du pass rush. Donc au final, ce pick-là, moi qui pensais qu'il n'allait pas forcément beaucoup jouer durant cette première saison, en fin de compte, je suis en train de me dire qu'il va peut-être être starter week 1 aux côtés de JJ Reader et que en fait, c'est un joueur qu'on va voir assez régulièrement sur la saison. Peut-être pas forcément sur les 3 premières tentatives, mais en tout cas sur les 2 premières. Donc un pick intéressant et un joueur à suivre pour ces jolis petits Lions. PA, quelque chose à dire sur Tyleik? Non, un peu de la même manière que pour les Seahawks avec Arroyo et Noah Fent, c'est vrai que l'actualité nous
nous porte à croire que Tyreek Williams va débuter, ou en tout cas va avoir un certain volume de snap très important lors de sa saison rookie. Donc finalement, heureusement qu'ils ont pris ce joueur-là. C'est vrai que bon, pour remonter, pour embobiner un petit peu, on avait été surpris parce qu'on pensait qu'ils allaient partir sur une autre position. Bon, bah, effectivement, bon, je pense pas qu'ils avaient anticipé la blessure d'Ozurike, mais on va voir, hein. On va voir ce que ça va donner, mais bah, finalement, bonne pioche, en tout cas sur la position, parce que ça devient quasiment instantanément une position à besoin, donc on verra bien. Parfait. Allez, on va entamer un petit run de la même position. Et on va parler de running back. Et bah, PA, c'est toi qui commence avec le pic le plus lointain dont on va parler. Et c'est Jaden Blue, super nom, round 5, pic 149 aux Cowboys, qui ont perdu du monde, notamment au poste de running back. Est-ce que ça a joué dans ta décision? Oui, et puis parce que c'est mon côté hipster de prendre le joueur le plus loin. Donc c'est pour ça que je voulais pas que tu prennes Restrepo en fait. Je voulais garder la main mise sur le joueur le plus loin. Mais non, Jaden Blue aussi, parce qu'on a. Moi, j'en ai déjà pas mal parlé, et il arrive en fait dans une escouade qui est pas extrêmement bonne, je trouve, du côté des Cowboys. Et je trouve surtout qu'il a le même profil que Rico Dowdle, qui est parti chez les Panthers. À 3-4 cm près, et il va falloir qu'il prenne un peu plus de masse parce qu'il a Dowdle est plus lourd de 10 kg, mais c'est un joueur qui va être très bon sur les troisièmes tentatives notamment, parce qu'il est bon à la course et il est surtout bon à la passe. Il a été en tout cas énormément utilisé sur cet aspect-là par Texas en universitaire. Donc moi j'ai pas de doute, lié au fait également qu'il y a eu un changement au poste de head coach, mais que c'est Schottenheimer qui a pris le relais, qui était en fait offensive coordinateur l'année dernière. Donc je pense pas qu'il y aura énormément de changements en fait du côté offensif chez les Cowboys cette saison. Donc ça me fait dire que, étant donné qu'il a le même profil que Dowdle, certes ça reste un rookie, mais je pense qu'il va avoir lui aussi son volume de snap est relativement important, parce que le niveau des deux autres running backs sont pas excellents, et en plus ils ont quand même une sacrée liste de blessures derrière eux depuis qu'ils sont arrivés en NFL. Donc pour moi, voilà, il va avoir son volume. Allez, 30-40% peut-être, et je le vois bien dépasser les milliards cette saison. Course et réception. En vrai, c'est faisable. Hein. J'additionne les deux. Ouais, additionne les deux aussi. J'additionne les deux. C'est quand j'ai fini ma phrase, je fais dis quand même pour les deux, hein, assure-toi. Non, mais t'as un monde où il fait 950 yards à la course. Hein. Il est vraiment, c'est Miles Sanders la compétition. Ouais, après, il faut que. Javonte Williams, pardon. Miles Sanders, on l'a vu derrière une bonne O-line. Chez les Eagles, il avait fait une très bonne saison. J'ai pas dans l'idée. Enfin, la O-line des Cowboys, elle est jeune maintenant, parce qu'ils l'ont quand même pas mal remodelé. À voir ce que ça va donner, effectivement, mais elle est moins forte qu'il y a quelques années quand ils avaient Dak Prescott et. Il est temps que la NFL revienne, j'oublie tous les noms. Tyron Smith, tout ça. Ouais. Le running back. Tu parles d'Elliott ? Ouais, merci. Zeke Elliott. Donc, la O-line est un petit peu moins forte que ce que ça a été. Maintenant, je pense quand même que voilà, il y aura des brèches qui vont s'ouvrir et qu'il va réussir à faire ses stats. Alex, quelque chose à dire ou on passe à ton running back? Ouais, bah non, mais pour rajouter un complément, je trouve un peu dur PA. Je trouve que la O-line, personnellement, j'aime beaucoup la O-line des Cowboys, avec les trois Tyler, hein, Tyler Guyton, Tyler Smith et l'autre Tyler Tyler Booker qui viennent de sélectionner à la draft. Cooper Beebe va sûrement passer centre. Donc c'est une O-line jeune, tu l'as dit, mais je pense que pour le run game, honnêtement, Booker, on le sait très bien, c'est un mec qui est extrêmement puissant, qui était capable d'ouvrir des brèches. Et je pense que ça peut profiter à Jaden Blue. Alors par contre, c'est un running back qui pour moi a des limites. Hein. Je pense que c'est pas le running back que tu vas avoir pour les 3 tentatives. Mais par contre, comme tu disais PA, c'est vraiment un mec que tu peux utiliser sur plusieurs aspects du jeu. Excellent à la réception, très bonne main. Tu peux l'utiliser sur des screens. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'utiliser sa vitesse pour gagner des yards et faire avancer ton offense. Donc, je pense que ça peut être pas mal complémentaire d'un Miles Sanders et également de Javonte Williams si les blessures l'épargnent. Donc, au final, non, très sincèrement, c'est choix du 5e tour. Tu n'as pas beaucoup de risques, mais je pense que la value, elle est hyper intéressante et que derrière, ça peut t'apporter vraiment pas mal de succès dans le futur, en tout cas. Très bien. Et ben,
en parlant de running back avec pas trop de concurrence, Alex, on va passer à ton joueur. Et c'est un joueur qui a été sélectionné par les Pittsburgh Steelers. C'est Caleb Johnson, le running back. Round 3, pick 83. Donc un peu plus tôt. C'est ça. Un peu plus tôt, un peu plus de hype. Moi, Et je l'avais très beau quatrième. tatouage. Ouais. Franchement, les bras là, pour ceux qui sont en format vidéo, vous voyez une image de Caleb Johnson qui fait un peu peur, quoi. Mais il est déter, le gars. Et beau Exactement. tatouage sur les bras. Non, mais en tout cas, ça correspond avec son style de course. Pour moi, c'est un running back qui est très physique. Au contact, il est capable de briser les plaquages. Et on l'a vu cette année du côté d'Iowa. Excellent coureur qui a vraiment cette capacité à atteindre le second rideau assez rapidement et avoir une belle vision de jeu. C'est pas forcément le plus explosif et celui qui aura les cuts les plus dévastateurs, donc c'est-à-dire les changements de direction vraiment les plus dévastateurs. Par contre, une fois qu'il est lancé, je trouve que c'est vraiment un buffle et qu'il est très dur à arrêter. Ça va être donc hyper intéressant en fait à suivre du côté des Steelers, de voir si la O-line arrive à lui créer les brèches nécessaires. Et je pense qu'un Tyler Warren sera une très bonne rotation avec lui. Mais Tyler Warren, il lui reste vraiment qu'une seule saison sous contrat, si je dis pas de bêtises. Ça sera intéressant de voir donc comment il s'appelle. Jalen Warren, non? Non, Jalen Warren, pardon, je dis Tyler Warren. Je confondais avec le tight end. Non, le running back Jalen Warren qui va donc être le joueur avec qui il sera en concurrence. Mais ça va être intéressant en fait de voir qui c'est qui va avoir la place de titulaire à la fin de saison. Et je pense que pour l'avenir, en tout cas, Caleb Johnson a tout à fait ses chances pour être le titulaire d'avenir en fait du côté des Steelers et d'être un joueur en fait qui arrive à pondre des saisons à milliards ou en tout cas qui s'en rapproche le plus. Donc au final, moi je suis très content du pick et j'adorais la destination aussi pour ce choix. Ouais, assez d'accord sur ça. Vraiment, il arrive dans un endroit où il y a de la place et comment dire, les Steelers, on a pu en parler récemment, mais on dirait qu'ils mettent tout pour gagner. Et donc, si tu veux gagner, tu vas devoir mettre les meilleurs joueurs sur le terrain. Donc, si Caleb Johnson est meilleur, je pense qu'ils vont pas attendre pour le développement. Ils vont dire, t'es meilleur, tu joues. Et je pense que pour ça, il a une chance aussi. Il a une bonne chance. Je pense qu'il sera mieux à la course qu'à la réception. Il aura beaucoup plus d'opportunités à la course, mais ça peut le faire. Et hâte de voir ce qu'il donne en tout cas. PA. Ouais, moi je trouve en plus qu'il a des faux airs de Davante Adams. Alors, pour la cataracte de papy Aaron Rodgers, tu vois, c'est pas mal finalement. Alors pour ceux qui regardent pas la vidéo, mais c'est vrai que sur la photo, on dirait vraiment un petit peu. Il y a un faux air quand même. Un peu gangsta Davante, tu vois. En plus, t'as vu les lunettes, PA. Normalement, tu devrais bien voir là. Non, mais si, il y a un air quand même, tu peux pas dire. Il y avait plus un air pour le gars de Pawn Stars, pour le coach de Mississippi qu'on avait pu voir dans la dernière Summer School avec GG, qui est disponible d'ailleurs en rediffusion sur YouTube. Yes, IMCC représente. Mais ouais, non. Effectivement, comme l'a dit Alexandre, c'était un besoin et je trouve que physiquement, il ressemble aussi un petit peu dans la manière de jouer à Najee Harris. Et en fait, tu remplaces un peu le même profil de joueur sur le même poste. Najee, on en a parlé en rigolant avec Romain de Steelers France. C'est vrai que Harris, il faisait officiellement 2 yards, mais en fait, il courait 8 yards parce que la O-line ne lui laissait pas forcément le temps. Donc, à voir ce que va faire Caleb Johnson. Peut-être qu'on va se rendre compte finalement que Najee Harris est un top player. Mais il y avait un besoin et c'est bien. Enfin, un endroit, en tout cas, ils l'ont pris. C'est pas mal pour les Steelers. Donc, j'ai hâte de le voir également jouer. Ouais. Alors, tu dis Najee Harris, mais je pense que les fans des Steelers seront déçus peut-être de l'entendre ça. Moi, j'aimais bien le comparer à Nick Chubb parce que je trouve comparer à Najee Harris, je trouvais pas l'instinct de vouloir casser la gueule du linebacker ou du defensive tackle. Avec Caleb Johnson, j'ai l'impression que ce mec-là, il a envie de courir dans un mur s'il y a un mur en face de lui. Donc, j'aime bien cette mentalité-là chez les coureurs, en tout cas. Eh bien, très bien. PA, prochain joueur, running back, pris beaucoup plus tôt. Et on parlait de Najee Harris, qui a des soucis d'ailleurs. C'est quoi? Je crois que c'est les yeux ou... C'est l'œil, ouais. C'est l'œil ou... Ouais, il a trop fêté le 4 juillet. C'est vraiment ça le problème? Ah ouais, c'est un feu d'artifice, ouais, je crois. Feu d'artifice, ouais. Aïe, aïe, aïe. Et ben dans sa nouvelle équipe, ils ont récupéré un running back, et cette fois-ci au premier tour avec le pick 22. Et c'est Omarion Hampton, qui a des airs de là, et il a des airs d'Austin Eckler. De Todd.
Et tu vois, je viens juste de me rendre compte que j'avais pris 2 running back avec en plus Jadon Blue, effectivement. Ouais, Hampton, effectivement, bah, pour la simple et bonne raison qu'il a été pris tôt à la draft. Et effectivement, les soucis de Najee Harris, ça rappelle malheureusement les soucis physiques qu'avait eu Jason Pierre-Paul, pareil avec des feux d'artifice. Alors lui, c'était la main, il s'était fait arracher quelques doigts. Najee Harris, là, c'est son œil. Et de ce qu'on peut voir, c'est quand même pas rassurant parce que justement, il n'y a rien qui sort dans la presse, en fait. C'est quand même rarement rassurant dans ces cas-là, tu vois. Et à voir s'il va faire les training camps. C'est vrai que là, ça vient juste de commencer à l'heure où on enregistre, donc on verra aussi s'il va être sur le terrain. Mais si c'est pas le cas, je pense de toute façon que les Chargers prendront un autre running back en complément. Mais Hampton, même s'il y avait eu Harris, je pense qu'il aura les 40 ou 50% déportés. C'est plutôt, voilà, c'est un running back, une rotation dans le corps de running back, dans ce corps de running back et dans une équipe en plus qui adore courir, ou en tout cas avec un coaching staff qui adore faire courir leur running back et moins lancer le quarterback. Dommage. Mais du coup, là, lui, je pense qu'il aura des portées. À voir ce qu'il va en faire, mais c'est pareil, un peu comme Jadon Blue. Je vois bien un bon 800-900 yards dans la saison. Et lui, rien qu'à la course. Ouais, moi je l'attendais aux Broncos, au Marion Hampton, avec le pick 20. Ils ont surpris leur monde en prenant un cornerback J.D. Barron et ce qui a donné la libre voie aux Chargers pour le récupérer. Alex, toi tu l'avais noté assez haut, je crois que c'était ton deuxième running back. Deuxième running back sur mon board et je pense que c'était un top 15 joueur de la draft pour moi. Très clairement, un des meilleurs prospects sur la position de running back depuis plusieurs années, comme avec Ashton Jeanty. J'aime beaucoup le profil. Pour moi, on parlait tout à l'heure de Caleb Johnson qui aime bien le contact. Marion Hampton, c'est pareil. Il adore le contact. Mais en plus, lui, je trouve qu'il a une vivacité dans ses cuts et dans sa manière de changer de direction que j'aime beaucoup. C'est pas forcément non plus le plus explosif ou le plus agile. Mais c'est quand même un coureur qui a une très bonne vision de jeu et qui a une résistance au contact qui est assez exceptionnelle aussi. Donc ce running back, je pense, PA, tu vois les 800-900 yards. Moi, personnellement, vu comment le style de jeu des Chargers nous a montré un petit peu l'an dernier, je le vois bien autour des 1000 yards, en fait, vu son utilisation. 1600 yards. Ouais, franchement. Attends, mais j'ai une autre réception. Que à la réception. J'ai une autre take après, t'inquiète pas. Je l'ai gardée sous le coude, mais t'inquiète pas, elle va être bien là, celle-là. Non, mais et en plus. Sur un prochain joueur. Non, sur Hampton. Okay. Moi, je te laisserai finir alors sur Hampton. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup ce joueur et en plus, il a des qualités à la réception qui sont vraiment très intéressantes. Moi, il me faisait penser vraiment à un Josh Jacobs dans le style de jeu agressif, n'a pas peur du contact, qui en même temps a ce petit cut qui peut faire chavirer un linebacker et qui en même temps résiste très bien au contact, en plus d'avoir des qualités à la réception. Donc d'un côté, je trouve que personnellement, moi j'aimais pas le choix parce que personnellement, je vais l'avoir 2 fois dans ma division chaque année. Donc ça, c'est un truc qui va m'embêter. Puis en plus, il y aura la compétition avec Ashton Jeanty puisque on est 2 équipes de la même division qui avons pris un running back au premier tour. Donc non, voilà, honnêtement, running back qui est pour moi qui a beaucoup de talent. Et vu le style de jeu des Chargers, je pense qu'il va faire plaisir aux fans de fantasy en fait, parce qu'il va être beaucoup utilisé. Je pense qu'il va courir beaucoup à droite avec Joe Alt et Mekhi Becton. Et ça, c'est pas ma hot take. La hot take, c'est qu'il sera top 3. C'est qu'il sera top 3 dans la course offensive Rookie of the Year. C'est pas vraiment une hot take, honnêtement. Ça va. Il y a des quarterbacks quand même. 2 autres. Ashton Jeanty. L'évidence. Et je verrais bien un receveur, mais je ne saurais pas trop dire qui en fait. Mais je verrais bien un receveur dans le lot. Spoil pas les prédictions. Ricky White. Ça paraît très logique. Efton Chisholm, bien sûr. Efton Chisholm, très bien. 1600 yards juste en étant dans le slot. Sur le practice squad, probablement. Le nouveau Edelman. Aïe. On se le souhaite. Eh bien, écoute, on va pouvoir parler. Vous avez fini sur Hampton ou il y a autre chose que vous voulez dire? Bon, eh bien, on va passer à mon seul joueur que j'ai pu caler dans cette liste. J'ai réussi à faire passer de 10 à 11 pour mettre un joueur, donc je suis content. Et moi, je vais parler du tight end qui a été récupéré par les
par les Bears. Et c'est Colston Loveland avec le pick numéro 10. Alors, le joueur paraissait bon, je crois. Alex, toi, tu l'avais en numéro 1 de tes tight ends lors des fiches, si mes souvenirs sont bons. C'est bien ça. Et moi, c'est plus les messages qui sont envoyés. Donc, tu récupères Ben Johnson en coach, qui était l'offensive coordinateur des Lions, qui a réussi à faire une saison presque all-time à Sam Laporta lors de son année rookie. Bah, le premier pick qu'il fait dans son ère de head coach, c'est un tight end et c'est Colston Loveland. Donc je me dis, tu perds en plus Keenan Allen, qui n'avait pas nécessairement les meilleurs, le meilleur rapport avec Caleb Williams. Et là, tu peux créer un système où Loveland peut en tout cas être assez haut dans la hiérarchie. Même si bon, il risque d'y avoir, il y a quand même beaucoup de bouches à nourrir dans cette attaque, mais Loveland, je me dis qu'il peut y avoir quelque chose de fait avec. Et c'est pour ça que j'ai envie de suivre, de voir ce que ça peut être. Un tight end, même si Williams lance pas trop au tight end visiblement historiquement, à voir ce qu'il arrive à faire. Donc voilà le joueur moi que j'ai envie de suivre cette année. Le rookie en tout cas, c'est Colston Loveland. PA. 100% d'accord. C'est vrai que Ben Johnson, il s'appuie énormément sur Sam Laporta, en tout cas sur la première saison. L'année dernière, c'était un petit peu plus compliqué, en tout cas un petit peu plus diesel. Il l'impliquait pas trop au début, et ensuite, au fur et à mesure de la saison, il l'impliquait un petit peu plus. Mais effectivement, en fait, il va y avoir la vision de Ben Johnson, et puis il va y avoir la réalité de terrain avec Caleb Williams. Et c'est là, en fait, je dirais qu'on va attendre et Ben Johnson et Loveland pour aider Caleb à viser un petit peu plus ses tight ends, parce que c'est ce qu'on appelle à chaque fois, mais c'est une réalité, la soupape de sécurité du quarterback. Ça sera encore un sophomore, une deuxième année dans la ligue. Il faut qu'il se rassure, il faut qu'il arrive à augmenter son pourcentage de passes, à baisser son temps de lancer également. Donc voilà, ça va être du travail à faire de la part du coaching staff. Et je pense comme toi que Loveland va pouvoir aider dans cet aspect-là du jeu. Alex? Oui, je suis à peu près d'accord avec ce qui a été dit. Puis ça permettra aussi aux Bears de pouvoir faire un peu plus de 12 personnels, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, Alex. Mais parce que Ben Johnson aime bien aussi utiliser ses schémas offensifs avec ce personnel-là. Et je trouve Loveland, pareil, peut jouer à l'intérieur, enfin en tout cas inline, donc à côté du tackle, et en même temps dans le slot. C'est vraiment un profil hyper varié, qui est grand, qui a des longs bras, qui a des superbes mains, excellent coureur de tracé. Et ça, c'est ce que je trouvais qui était assez important et impressionnant, en tout cas, lorsque je regardais les tapes. Donc, très intéressé, très intrigué, en tout cas, par son développement du côté des Bears et par cette connexion Caleb Williams, comme l'a dit PA, Caleb Williams, Loveland, qui va être, je pense, une des connexions à suivre pour cette année. Et pour finir, on a deux joueurs. Alors, on pouvait pas faire un épisode de joueurs à suivre et de rookies à suivre avec PA et Alexandre sans parler d'un 4e tour profond. Alors, ils en ont choisi un tous les deux. Et on va commencer d'abord par PA. Et toi, PA, tu nous as pris un joueur de notre division qu'on va devoir se farcir souvent, visiblement. Dion Walker, defensive tackle qui est parti chez les Bills, round 4, pick 109. Exactement. Pourquoi ? Parce que en fait, Walker, il a été freiné énormément par des blessures. On a découvert ça un petit peu après en universitaire en 2024. Pardon, je précise. On a découvert ça un petit peu après le process draft. Il donnait l'impression d'être un peu fainéant en fait sur le terrain, de pas vouloir faire l'action supplémentaire, de pas vouloir faire le push supplémentaire. En fait, ça s'explique parce qu'il avait des problèmes de dos. En tout cas, il semblerait qu'il avait des problèmes de dos l'année dernière. Et effectivement, quand tu regardais un petit peu plus ses vidéos de 2023, tu avais l'impression que c'était son frangin qui jouait en fait l'année dernière. C'était assez étrange à comparer. Et en fait, s'il retrouve sa forme, et là, c'est pareil, ça va être énormément de conditionnel, mais s'il retrouve sa forme de 2023 plus que 2024, et ça va être un super choc pour les Bills parce que c'est un joueur qui est impressionnant sur le pass rush, très très bon là-dessus, et très bon également sur le run stop qui a été une des grosses faiblesses défensives chez les Bills l'année dernière. Ils ont milieu de la ligue sur le nombre de yards encaissés. Il va avoir d'énormes progrès à faire par contre sur son tackling, parce que là-dessus il laisse trop souvent il arrive à poser ses mains sur le running back sans réussir à l'arrêter ou à le mettre au sol, donc ça c'est problématique. Mais quand tu vois les squads de backfield défensif des Bills
Je suis absolument pas serein pour eux de ce côté-là. Et je me dis qu'avec un Walker qui arrive à mettre la pression dans l'intérieur de ligne, ça peut que aider finalement toutes les squads de DB, que ce soit safety ou cornerback. Donc en fait, c'est un choix du 4e tour, donc évidemment, il est encore brut, il y a des choses à peaufiner, bien sûr, mais je ne serais pas étonné cette saison qu'il soit de toute façon dans la rotation, c'est sûr, qu'il fasse 35-40% des snaps, parce qu'en plus, ils ont récupéré un joueur pendant la free agency qui va être suspendu, c'est Ogunjobi, si je ne dis pas de bêtises, qui est suspendu sur les 4 premiers matchs ou 6 premiers matchs pour dopage. Donc potentiellement, il va avoir vraiment sa rotation dès la semaine 1. Et je te dis, si on retrouve le Walker de 2023, ça sera quand même la très très bonne pioche pour les Bills. Alex, toi qui suis le NCAA aussi. Oui, écoute, beaucoup de potentiel chez ce joueur. Malheureusement, il y a eu aussi quelques problèmes. On a dit blessures, mais je trouvais aussi qu'en termes d'envie sur le terrain, il y avait des choses qui laissaient un petit peu à désirer. J'espère que les vétérans présents dans ce vestiaire vont pouvoir le driver et lui montrer un peu la voie à suivre et le chemin qui lui reste à parcourir pour être un grand joueur. J'aime beaucoup, en tout cas, j'aime beaucoup l'idée que son profil soit peu récurrent, en tout cas dans cette équipe, et qu'en fait, il va vite avoir des responsabilités, comme l'a dit PA. Je ne sais pas si dès la week 1, il va tout de suite avoir des snaps, ou en tout cas 30% des snaps, mais je ne serais pas choqué qu'en fin de saison, il ait, comme l'a dit PA, à peu près 30-40% des snaps. C'est en plus quand même un profil physique assez impressionnant, donc je ne pense pas que c'est un joueur non plus qui a les dimensions, plutôt pas les dimensions, mais l'endurance pour jouer les 3 tentatives tout de suite dès la première année, dès ces 2 premières années. Mais c'est un mec avec beaucoup de potentiel. Et si ça clique, en fait, les Bills pourront se frotter les mains d'avoir récupéré un joueur talent de premier tour au 4e. Le but pour lui, c'est pas de jouer les 3 tentatives, comme effectivement, comme tu l'as dit, Alexandre, il n'aura pas le moteur de toute façon, là-dessus on est bien d'accord. Et puis en plus, les titulaires, c'est Daquan Jones et Ed Oliver. Ed Oliver, quand même, gros joueur sur cette ligne-là. Mais ouais, comme on disait, sur la rotation, Ogunjobi qui sera absent. Ils ont récupéré TJ Sanders aussi au 2e tour. En fait, la rotation, elle va se faire avec 2 rookies. Tu vois, je lui vois une saison à 3-4 sacs. Parce qu'il sera en fait sur la rotation où l'O-line adverse commencera un petit peu à fatiguer. Et sur la rotation, si tu arrives à avoir des joueurs toujours d'impact, comme le disait Alexandre, s'il montre lui de l'envie, là-dessus, ça va être le vrai point d'interrogation. Mais s'il montre de l'envie, je pense que il peut finir à 3-4 sacs la saison. Très bien. Et Alex, toi, tu as fini avec le Homer pick. Et tu parles du coup de Tyquan Thornton, non je rigole, de Dante Thornton Jr., receveur pris un pick avant Deon Walker, donc receveur aux Raiders. Alors à part le fait qu'il soit signé chez vous et qu'il soit magnifique de dos, pourquoi est-ce que tu as choisi Dante ? Dante, écoute, j'avoue, je me suis fait plaisir. Hein. Je me suis dit, allez, c'est les rookies, on a fait une belle classe de draft. Je voulais un peu rendre hommage à notre classe de draft et je voulais parler du rookie qui a peut-être fait le moins de bruit durant cette draft, mais qui depuis les OTA et le training camp qui vient de commencer, c'est un joueur qui monte beaucoup et qui visiblement commence à pousser très fort pour être un titulaire. C'est un profil de speedster comme on l'imagine assez naturellement pouvoir attaquer la profondeur, mais c'est quand même un profil athlétique assez important. C'est un joueur qui a un 6'5", donc c'est à peu près plus de 1m90 quasiment, qui a une très très bonne vitesse, qui court sous les 40, enfin sous le 4-3, le 40e sous les 4-3. Donc c'est cette combinaison entre taille et vitesse, c'est une des plus rares qu'on ait vues depuis plusieurs années à la draft et au combine. Et visiblement aussi, ses tapes à Tennessee sont assez limitées par son arbre de tracé. On sait, l'offense de Tennessee propose très peu de schémas de course à ses receveurs et souvent d'attaquer la profondeur pour étirer le jeu. Et malheureusement, Dante Thornton a un petit peu été pénalisé par ce système-là. Alors, il a profité un petit peu avec Nico Yamaleava, un quarterback qu'il faudra suivre pour l'année prochaine aussi. Mais il a reçu pas mal de bons ballons de lui cette année. Mais il aurait pu produire un peu plus s'il avait été utilisé dans de meilleures circonstances. Donc, visiblement, comment il s'appelle, Dante Thornton a l'air d'impressionner, notamment par la qualité de ses tracés au training camp. Donc ça, c'est des choses dont on avait des doutes avant la draft. Donc ça, c'est quelque chose qui me rassure.
Et je pense tout simplement en fait que dans les squads de receveurs qu'on a, il a très clairement une place à prendre. C'est un profil de menace profonde qu'on n'a pas. On a un joueur comme Trey Tucker qui sait attaquer la profondeur, mais qui a du mal à créer de la séparation parce que son gabarit ne permet pas de vraiment créer beaucoup de séparation sur de la longue distance, on va dire. Sur des courtes distances, il est un peu plus efficace, mais sur de la longue distance, c'est un peu plus compliqué. Mais un profil comme Dante Thornton pourra vraiment étirer le jeu. Et je me dis que la connexion DK Metcalf, Geno Smith a bien marché durant les années titulaires de Geno Smith. Alors, loin de là de dire que ce sera un DK Metcalf bis, mais je pense que dans l'utilisation qui en sera faite, ce sera un joueur qui pourra créer une connexion tout de suite avec notre quarterback et qui aura tout de suite en fait des snaps très rapidement et qui, pourquoi pas, même va, pour moi, dépasser progressivement les 500-600 yards si tout ce qu'on entend de lui durant les OTA et le training camp s'avère être exact. PA, t'as eu un Thornton dans ton équipe l'année dernière. Enfin, il y a 2 ans d'ailleurs. Ouais, pendant plusieurs saisons, et c'était long. Ça s'est pas super bien passé. Est-ce que Non. celui-là, t'as un peu plus d'espoir? Oui, puisque l'autre il était nul. Donc à partir de là, ouais, t'auras forcément toujours de l'espoir. Mais j'ai de l'espoir parce qu'Alexandre a de l'espoir. Et je soutiendrai les 6 autres membres du front office parce qu'on a tous des équipes de merde, excepté Doug. Donc on va lui souhaiter beaucoup de malheur à Doug, tout simplement. mais non, à voir, effectivement, comme l'a dit Alexandre, je pense qu'il y a de la place dans cet effectif. Le fait d'avoir tradé Devontae Adams l'année dernière a libéré en plus un spot supplémentaire, avec un style de jeu qui n'ont pas forcément non plus. À voir ce que ça va faire avec le nouveau coaching staff en place. Là-dessus, on verra bien. Mais je pense qu'ils vont vouloir trouver un équilibre entre jeu de course et jeu de passe par rapport à ce qui a été fait les années précédentes. Et si tu arrives à installer un jeu de course, et ben, ça veut dire que tu vas prendre un petit peu plus de monde dans la boîte, comme on dit, tu vas laisser sur ses gardes un petit peu plus de défenseurs, ce qui va permettre de créer des play actions, ce qui va permettre de proposer des tracés longs pour des speedsters comme Thornton. Donc, potentiellement, en fait, il tombe aussi dans la bonne équipe par rapport à ses qualités actuelles. Donc, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Et puis, Geno Smith, c'est pas le moins bon des quarterbacks qu'ont eu les Raiders. On parlait du cimetière des quarterbacks chez les Titans. Bon, les Raiders se posent également là. Hein. On est très bon nous là-dedans. Non, mais en plus, moi, ce que je trouve, c'est que dans un premier temps, il sera utile sur une section, c'est-à-dire le jeu profond. Ça, on sait qu'il va être bon. Mais justement, il y a quand même ce développement qui sera à faire avec notamment sur les tracés courts intermédiaires. Peut-être, en fait, on va découvrir que l'utiliser dans tel système de jeu avec tel tracé, en fait, c'est lui mettre en qualité sa vitesse et ses bonnes mains. Donc, non, très sincèrement, je suis très hypé et très enthousiaste, en tout cas, à l'idée de le voir jouer avec cette équipe. Et je voulais rendre un petit peu hommage, donc parler un petit peu de mes Raiders, ça fait jamais de mal non plus. Ça dépend à qui et ça dépend. Ouais, ça nous fait du mal, hein, si, quand même. Arrêtez de dire ça, les gars, c'est pas sympa. L'image est stylée, donc on te le pardonne. On préfère en parler qu'en regarder. Voilà, si, Nous, avec PA, on a eu la décence de ne pas parler de nos équipes, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On voit le. Ça, c'est la mentalité Las Vegas, je pense, tu vois. C'est l'ego. C'est l'ego, en fait. C'est ça, ouais. C'est l'ego. Hop. Mince. On va retirer ça. Et voilà, on n'est plus qu'entre nous maintenant. Bah écoutez, ça conclut cet épisode. Hein. Cam Ward, James Pierce, Elijah Arroyo, Josh Simmons, Tyreek Williams, Jaden Blue, Caleb Johnson, Omarion Hampton, Colston Loveland, Dion Walker et Dante Thornton Jr. Très important. Ce sont nos 11 rookies à suivre cette saison. Regardez la saison, revenez en février quand on n'aura aucun de ces joueurs qui auront performé, puisque c'est ça notre talent. Je rigole. J'espère qu'il y en aura au moins un qui sera rookie de l'année, à voir quel côté du terrain. On y croit? Est-ce qu'on y croit pour quelqu'un à part pour... C'est qui toi tu disais, PA déjà? Hampton, top 3. Ouais. Je pense qu'en vrai, il y a une chance que ça se joue entre Hampton et Ward, hein, notamment. Entre autres, hein, Alex, évidemment, on te laisse acheter de gentil. Ouais, j'aurais plus lui en tête. Je pense que c'est le front-runner pour le titre. Après, on verra si ça marche bien, cette année. On aura l'occasion de faire nos prédictions de tous les trophées individuels qui arriveront. Cet épisode arrivera dans 2-3 semaines environ, fin août en gros. Donc voilà, n'hésitez pas
On parlera des offensifs et défensifs rookies de l'année, notamment dans cet épisode-là. PA, Alexandre, j'ai plus qu'à vous remercier d'avoir fait cet épisode. Merci de m'avoir laissé vous accompagner sur l'épisode, plutôt que de vous avoir passé les plats, parce que c'est plus ça ce à quoi j'ai servi, donc merci. N'hésitez pas à nous suivre partout, le front office. Pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, si vous pouvez nous mettre un petit 5 étoiles, ça nous fait plaisir, on voit le chiffre augmenter, et suivez-nous aussi, pareil, on voit le chiffre augmenter. On passe des paliers petit à petit, et ça nous fait plaisir, ça donne plus de visibilité au podcast, donc chaque petit geste peut nous aider. Si vous nous écoutez de toute manière, n'hésitez pas à nous suivre. Et sur YouTube, pareil, un petit bouton à s'abonner, ça nous fait plaisir. Et donc suivez-nous, et suivez-nous aussi sur Twitch, parce que GG en ce moment a eu le projet de faire plein de lives, et donc au moment où cet épisode sort, il y en a déjà 2 qui sont sortis, peut-être un 3e qui est en préparation, on verra, mais en tout cas n'hésitez pas également à nous suivre là-bas. PA, Alex, merci, et merci à vous de nous avoir écoutés. Bonne journée, bonne soirée à tous, et vive le football.